le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeux mardi, bienvenue dans la page internationale, le grand journal du 14h, depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, journal François Smith, Jean-Julien. Robin assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM. À Jacques Mel, au Guinée, les putschistes reçoivent le soutien de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Lendemain du coup d'État en Guinée, les putschistes tentent de rassurer les citoyens mais aussi les investisseurs. Le putsch a été condamné par plusieurs pays et institutions internationales, mais la junte a reçu un soutien de poids, celui de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Voici un reportage signé Africa News. Au lendemain du coup d'État en Guinée, les putschistes tentent de rassurer les citoyens, mais aussi les investisseurs. Le putsch a été condamné par plusieurs pays et institutions internationales, comme l'Union africaine, l'ONU ou encore la CEDEAO. Mais la junte a reçu un soutien de taille, celui du chef de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo. Le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAD dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. C'est l'occasion de rendre hommage à tous les Guinéens, de l'intérieur comme de l'extérieur, dont la mobilisation a contribué à la chute de cette dictature. Cellou Dalein Diallo a par ailleurs déclaré que l'ANAD, la coalition de l'opposition, exhortait le CNRD à inclure dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions démocratiques, légitimes, capables de mettre en œuvre des réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'état de droit. Mais du côté de la société civile, on préfère rester prudent. Ce coup d'État s'inscrit dans l'histoire tourmentée de la Guinée, qui depuis son indépendance en 1958 a souvent été dirigée par des régimes autoritaires. Si cette situation perdure, il peut y avoir que l'armée revienne au pouvoir, parce que tout était déjà préparé. Imaginez dans un pays un professeur qui vient au pouvoir et qu'on nous dit que c'est un professeur de droit. Donc on se disait que vraiment l'espoir était permis que la Guinée connaisse pour la première fois une alternance en République de Guinée. Mais très malheureusement, le professeur s'est laissé berner par ses proches et finalement il est tombé dans son propre piège. Le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a promis un gouvernement d'union nationale chargé de conduire la transition politique et assurer qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Direction la Turquie, le pays se ferme aux réfugiés afghans. Turquie Ankara a décidé d'accélérer la construction du mur à la frontière iranienne. Entre l'instabilité économique engendrée par la pandémie et la présence de plus de 3,5 millions de réfugiés syriens dans le pays, les Turcs craignent une nouvelle vague de migrants afghans. Voici un reportage signé TV5 Monde. Sur les contreforts des montagnes du Zagros, ils serpentent déjà sur plus de 150 km. Depuis un mois, la construction de ce mur de béton de 4 mètres de haut s'est accélérée. À terme, il devrait couvrir quelques 240 des 500 km de la frontière avec l'Iran. Patrouille renforcée, surveillance terrestre et aérienne, Ankara présente ce dispositif comme sa première ligne de défense face à la crainte d'une vague de migrants à la faveur de la crise afghane. Notre président nous a donné l'ordre de protéger notre pays contre cette vague migratoire et de ne laisser personne traverser la frontière. En Turquie, le vent a tourné pour les réfugiés. En chute libre dans les sondages, Recep Tayyip Erdogan a durci son discours, répondant ainsi aux craintes de ses électeurs et d'une large partie de l'opinion publique. Les Turcs disent « Nous ne voulons pas d'étrangers, nous ne voulons pas d'Afghans ou de Syriens. Mais que devons-nous faire? Nous n'avons pas le choix. » Nous avons peur. Ils n'ont pas de papier d'identité, pas d'empreinte digitale, rien. Nous ne savons pas s'il s'agit de meurtriers ou de réfugiés. Je ne veux pas d'eux. L'afflux depuis 2015 de plus de 3,5 millions de Syriens et l'instabilité économique engendrée par la pandémie ont rendu les Turcs méfiants face à l'arrivée de nouveaux migrants afghans.
Ces gens ont faim, ils sont pauvres et l'État n'a pas les moyens de les aider. On ne dit pas que ces gens doivent être livrés aux talibans, bien sûr, mais la question se pose, qu'est-ce qu'on a à leur offrir ? Pas sûr que ces Afghans, dont les Turcs se méfient, demandent autre chose que de la compassion. Dans ce centre de rétention de Van, le refoulement vers leur pays, désormais tenu par les talibans, est inenvisageable. Nous ne sommes pas fous. Si nous avons laissé nos vies, nos maisons derrière nous, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils nous auraient tués. Ils violent les femmes, puis ils les tuent. Ils décapitent les hommes. Il ne peut rien y avoir de pire que ça. Nous ne partirons pas d'ici. Alors que la Turquie fait tout pour décourager les Afghans d'entrer sur son territoire, Ankara a d'ores et déjà refusé de devenir un lieu de transit pour ces réfugiés qui demanderaient l'asile en Europe ou aux États-Unis. L'Afghanistan au cœur de la visite au Qatar du chef de la diplomatie américaine. Le chef de la diplomatie américaine en visite au Qatar, un pays qui fait office de médiateur avec les talibans. Anthony Blinken rappelle l'engagement des talibans de laisser partir librement les Afghans qui le souhaitent. Voici un reportage signé Euronews. La situation en Afghanistan au cœur de la visite au Qatar du chef de la diplomatie américaine. Anthony Blinken, accompagné du secrétaire d'État à la Défense, effectuait là sa première visite dans la région depuis la prise de pouvoir des talibans à Kaboul. Le Qatar fait office de médiateur avec les contacts noués auprès des talibans d'une part et les relations privilégiées avec les États-Unis d'autre part. Parmi les questions évoquées, il y a celle de l'évacuation des Afghans qui souhaiteraient encore quitter leur pays. Anthony Blinken a rappelé l'engagement pris par les talibans à ce sujet. Les talibans nous ont dit qu'ils laisseraient partir librement les personnes munies de documents de voyage. Nous les attendrons sur cette question. Il en est de même de la part de nombreux autres pays. La communauté internationale tout entière attend que les talibans respectent cet engagement. De son côté, le Qatar a réaffirmé que l'aéroport de Kaboul allait rouvrir bientôt, sans pour autant donner de date. Cet aéroport est fermé au trafic passager depuis le départ des derniers Américains fin août. Mais cela n'a pas empêché le Qatar d'avoir acheminé depuis samedi plusieurs tonnes d'aide humanitaire vers l'Afghanistan. En Israël, les terroristes s'évadent d'une prison par un tunnel. 6 prisonniers sécuritaires se sont évadés de la prison Gilboa, dans le nord du pays, ont déclaré lundi matin les autorités pénitentiaires. Voici un reporter de I24 News et qui va nous décrypter la situation en Israël. Oui, ça s'est passé à 3h25 du matin lorsque 6 terroristes de la prison, de l'une des prisons les plus sécurisées d'Israël, la prison Gilboa, où il y a quasiment uniquement que des terroristes palestiniens qui ont été jugés et emprisonnés pour activité terroriste, se sont enfuis via un tunnel. C'est une première. Parmi les 6, effectivement, 5 terroristes du djihad islamique, un 6e Zacharias Bedi qui pourrait être le cerveau de l'opération, et il y a un point d'entrée et donc un point de sortie, c'est-à-dire qu'ils ont été aidés de l'extérieur. Visiblement, ils sont armés et sont toujours recherchés par d'énormes forces de sécurité policières et militaires, parce qu'ils pourraient également soit s'enfuir vers Jenin, soit s'enfuir de l'autre côté de la frontière, du côté de la Jordanie. Mathias, ça semble complètement rocambolesque. Comment ce type de scénario peut arriver aujourd'hui en Israël ? Effectivement, on est en plein scénario d'une des séries bien connues du grand public, Point Break, évasion spectaculaire. On est en plein Hollywood, sauf que malheureusement, là c'est une série qui est tragique parce que c'est l'une des prisons sécurisées, les plus sécurisées d'Israël. Visiblement, ce projet a duré entre plusieurs mois, voire plusieurs années. Il a fallu de l'aide logistique de l'extérieur, donc liaison téléphonique ou de communication depuis l'intérieur de la prison vers l'extérieur. Beaucoup de questions qui vont devoir être répondues par l'institution pénitentiaire en Israël, parce que où était le Shabak, comment aucune communication n'a été interceptée jusqu'à présent. Bref, c'est du spectaculaire et c'est de l'inquiétude surtout du côté des forces de sécurité ce matin. En France, le détenu Salah Abdeslam, le plus surveillé de France. Le procès fleuve des attentats du 13 novembre qui ont fait 130 morts et 350 blessés à Saint-Denis et Paris s'ouvre à partir du 8 septembre. Pendant 9 mois seront attendus plus de 300 témoins dont des rescapés de cette nuit d'horreur. Voici un reportage signé France 24. Un détenu n'a été aussi surveillé en France, avec autant de moyens déployés et le contrôle de chacun de ses gestes à chaque instant. Salah Abdeslam
est incarcéré depuis 5 ans et demi au 4e étage d'une aile de la prison de Fleury-Mérogis. 5 cellules sont immobilisées pour lui. D'abord celle où il vit, 9 mètres carrés avec un lavabo, des toilettes, des plaques, un micro-ondes, une télé qu'il refusait de regarder les premiers mois et 2 caméras infrarouges le surveillent 24 heures sur 24 sans aucun angle mort. Un dispositif totalement inédit qui a nécessité une modification de la loi, comme l'explique la contrôleuse générale des prisons, nommée par le chef de l'État. Ces conditions de détention sont dérogatoires au droit commun. Cependant, une loi les a consacrées. Et c'est une loi ad hoc, faite pour lui, mais qui, hélas, pourrait s'étendre à d'autres détenus. Et pourquoi c'est attentatoire à la dignité ? Parce que être filmé, vous n'avez qu'à vous imaginer ce que c'est que d'être filmé 24 heures sur 24, dans tous vos gestes de la vie, y compris les plus intimes. À côté de la cellule d'Abdeslam, une autre est occupée par les 8 gardiens qui se relaient toutes les heures et demie pour le surveiller jour et nuit. Un local équipé d'écrans vidéo et d'un brouilleur de téléphonie. Une 3e cellule est condamnée pour éviter tout contact par les murs avec d'autres détenus. Une cellule de secours est prévue en cas de problème dans la sienne. Enfin, une dernière dispose d'un rameur pour lui permettre de s'entretenir sans fréquenter la salle de sport. Malgré cet isolement drastique, le prévenu est en bonne santé physique et psychologique selon nos informations. Salah Abdeslam est autorisé à sortir 1 fois par jour durant 1 heure dans un espace ajouré pour voir le ciel, mais jamais dans la cour habituelle de promenade. Les visites au parloir sont limitées. Seuls ses avocats et les 5 personnes de sa famille la plus proche sont autorisés à le rencontrer 2 par 2. Des visites de 2 heures contre 45 minutes pour les autres détenus, compte tenu de leur rareté et de l'éloignement de la famille. Reste maintenant à le transférer au tribunal tous les jours avec autant de précautions. Un défi énorme pour les forces de l'ordre à l'image du dispositif déployé pour son transfert chez le juge en 2016. C'est un procès inédit qu'on attend depuis longtemps et nous aurons donc pour l'extraction, pour la présentation de ces détenus, des unités spécialisées comme les compagnies de transfert, les brigades de recherche et d'intervention qui vont assurer aussi toute la sphère sécuritaire autour du tribunal. Les trajets et les moyens utilisés seront modifiés chaque jour pendant le procès prévu pour durer 9 mois. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Présentation, Erlich Dorelas. Production, Elprod. Réalisation, Télé Beltemps pour le compte de la radio évangélique Hosanna. 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour aujourd'hui. Boston, 80 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. À Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux bandes, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. 102.3 FM à Jacmel, passez un excellent mardi. Accompagnez la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.